Donc, je l'ai écrit au tableau. C'est 3 mots sanscrits qui veulent dire expansion de la conscience, tantra, expansion de la conscience, Bhairava pour aller au-delà, Vijnana de la perception égocentrée. D'accord? Donc, c'est un livre qui parle de 112 méthodes de méditation qui permet effectivement d'aller au-delà de la perception égocentrée, comme on en a discuté la dernière fois en 7 étapes. Comment aller de 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 à 7, c'est véritablement choisir différentes méthodes de méditation qui vous conviennent. Et les 4 premières méthodes de méditation de ce bouquin-là, qui en compte 112, ben c'est les fameux Anapanasati, c'est-à-dire se souvenir de la respiration. D'accord? Donc, il faut un support de méditation pour qu'on se souvienne de la conscience. Et les 4 dernières méthodes sur les 112, c'est pratiquement pas des méthodes, parce que vous allez voir, c'est comme dire, soyez spontané. D'accord? Donc, pour que quelqu'un soit capable de suivre ce genre d'injonction, c'est qu'il est pas mal spontané déjà au départ. Pourquoi 112? C'est parce que dans le système des chakras, on sait que la division en 7 chakras existe, mais si on divise plus finement, c'est 114 chakras. D'accord? Mais sauf qu'il y en a 2 qui sont en dehors du corps, donc à ce moment-là, 114 moins 12, ça fait 112. Et vous allez voir, 109, 110, 111, 112, ce n'est pas vraiment des méthodes, ce sont des suggestions pour des gens qui sont déjà pas mal avancés. Et je veux commencer par une explication que je trouve très brillante, qui dure 1 minute 42, d'un moine tibétain qui s'appelle Yongey Mingyur Rinpoche. M-I-N-G-Y-U-R. Donc, Rinpoche, c'est le titre tibétain qui veut dire précieux. Donc, c'est en anglais, c'est-à-dire How to train your monkey mind, c'est-à-dire comment entraîner votre mental simiesque. Meditate everywhere, anytime. Even 3 seconds, 2 seconds, while you're walking, while you're having coffee, tea, while you're having meeting, so you can meditate. Many people has a little bit misunderstand about meditation. They think meditation meaning think of nothing, concentrate. So push too much. So we cannot block thought and emotion. In fact, we need thought and emotion. So whether you listen to your monkey mind or not, that's the issue. What I call monkey mind, mine is chatting, blah, 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 yada, yada. So monkey mind is giving your opinion. So whether you listen to opinion or not, it's up to you, right? So through meditation, what we do is we have to make friends with the monkey mind. But how to make friends? Just giving banana doesn't work. So right method is you need to give job to monkey mind. How to give job monkey mind? So the simple meditation technique is be aware of the breath. So you ask monkey mind, hello, what's breath? So monkey mind says, yeah, good idea. And be aware of breath. Breathing in, breathing out, breathing in. There's a lot of thought comes at the background. Don't care, no problem. So as long as if you're not forget your breath, anything is okay. No need too much concentration. Just simply be aware of your breath. In, even 2 breath, 1 breath. So therefore, we can meditate everywhere, anytime. Donc, moi, je trouve vraiment qu'en 1 minute 42, il a très bien résumé. Okay? Give the monkey mind a job. Donc, le Vijnana Bhairava Tantra propose 112 jobs, avec des variantes. Donc, évidemment, plus la structure du bouquin est faite de telle manière que plus on avance dans les chiffres, plus c'est des techniques qui sont pour des gens qui sont déjà expérimentés. Hein, comme je l'ai dit, 109, 110, 111, 112, c'est plus vraiment des techniques. Là. Je dirais même que à partir de 90, c'est plus vraiment des techniques. Okay? Donc, je vais passer par la suite une courte vidéo d'Osho. Donc, son vrai nom à la naissance, enfin, Osho, c'est aussi son vrai nom, mais c'est son nom religieux. Son nom à la naissance, c'est Mohan Chandra Rajneesh. Donc, pourquoi je vais passer une courte vidéo de 5-6 minutes de lui? Parce que mon explication sur le Vijnana Bhairava Tantra, qui, si on écrit les méthodes de 1 à 112, ça tiendrait peut-être sur 3 pages, d'accord? Tandis que son commentaire ou son illumination, je devrais dire, non pas commentaire,
s'étale sur à peu près 1100 pages. La structure du bouquin que vous pouvez télécharger, c'est les chapitres les chapitres impairs explorent les méthodes et les chapitres pairs, je pense qu'il y en a 80, explorent les questions des gens. Et il y a beaucoup de pénétration psychologique lorsqu'ils répondent. Donc ça vaut la peine de lire les chapitres pairs. Questions-réponses. Oui, questions-réponses. Et dans les chapitres impairs où il explore les méthodes, il y a aussi beaucoup d'insights psychologiques qui sont offerts. Donc ça vaut la peine de lire les deux types de chapitres. Et dans la version que vous pouvez télécharger, la première partie est numérotée de 1 à 40 et la seconde partie est numérotée de nouveau de 1 à 40. Donc à ce moment-là, on n'a qu'à ajouter 40 dès qu'on aborde la deuxième partie pour avoir la répartition de 1 à 80. Donc, c'est pas compliqué. Donc, au fond, il y a plusieurs couches qui sont simultanées. Donc, la couche centrale, c'est l'être. Donc, c'est la couche de la méditation. Ensuite, on a la couche du penser que je mets SER, c'est-à-dire que versus s'émouvoir, ou penser S-E-R-S, c'est-à-dire ce sont les pensées automatiques qui ont été introjectées en nous à divers moments de notre vie, d'accord? Versus pensée ER qui est plus un pensée à l'actif. Et finalement, la couche la plus extérieure, c'est le faire, d'accord? Donc, il parlait du watcher et puis de doer. Donc, effectivement, le doer, c'est vraiment ces trois couches-là. Et le watcher, c'est effectivement la couche de l'être et de la méditation. Souvent, on oppose avoir et être, mais faire et avoir, c'est la même chose, parce que pour avoir, il faut faire. Okay? Donc, même si quelqu'un a reçu des millions de ses parents, il doit au minimum surveiller son argent. Donc, il doit faire quand même quelque chose, même s'il ne le fait pas fructifier davantage. Donc aujourd'hui, je ne vais pas écrire énormément parce que j'ai fait un petit symbole triangulaire en haut, d'accord? J'ai mis 3 R. Donc lorsqu'on a... Je vais écrire F au centre pour forme, d'accord? Une forme, ça peut être plusieurs formes, mais une pensée, c'est une forme, d'accord? Donc lorsqu'il y a une forme qui surgit, il y a 3 choix, okay, que je symbolise par le triangle. C'est soit réagir, okay, mentalement, verbalement, gestuellement, soit réprimer, d'accord? Donc, réagir, réprimer, c'est sur le même plan, d'accord? Ou rester dans la conscience, d'accord? Et lorsque Mingyur Rinpoche parlait du monkey mind, giving you opinions, donc le monkey mind, c'est les formes, okay? C'est le singe qui donne des opinions. Et ces opinions-là, les plus primitives se trouvent dans la couche de s'émouvoir, penser, ressent aigu, ES, ce sont les pensées automatiques qu'on utilise, qui est un concept de psychologie cognitive, c'est-à-dire ce sont des apprentissages conscients, inconscients et subconscients qui ont été enregistrés en nous au cours de notre vie. Ou des pensées au sens actif, PEN, SER, c'est-à-dire où la personne est quand même une personne autonome au sens psychologique du terme, mais que ça reste quand même un monkey mind plus évolué ou plus épais, mais pas dans le sens mauvais du mot épais, mais plus riche, plus complexe, si on veut, d'accord? Donc, mais ça reste un monkey mind quand même. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, okay? Mais sauf qu'on fait, mais... de toute manière, lorsqu'il y a une forme qui apparaît dans notre esprit, que ce soit sous forme de pensée automatique ou de pensée réellement élaborée par nous après une mûre réflexion, cette forme-là aboutit nécessairement à une réaction, une répression ou bien rester dans la conscience. D'accord? Donc, il ne s'agit pas, c'est véritablement une trialectique. Okay? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire il ne faut pas réagir, il ne faut pas réprimer, il faut absolument rester dans la conscience. Non, parce que dans la réalité, c'est toujours une dispersion de l'énergie dans ces 3 directions-là. Okay? Et plus on arrive à avoir ce que Osho appelle de knack, okay? C'est-à-dire un déclic. Okay?
C'est-à-dire qu'effectivement, la méditation, c'est un peu comme la bicyclette. Dans une genre d'onomatopée. Non, le knack, c'est vraiment un mot anglais, ok? Une habilité. Une habilité, ok, parce que knack, c'est un peu un jargon, un peu, là, mais c'est pour ça que je l'ai écrit, parce que c'est pas un mot qu'on s'attend de la bouche d'un Bouddha, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je voulais vérifier, le préciser, parce qu'Osho, c'est un mot Bouddha moderne, donc il parle en jargon. Donc, le knack, c'est-à-dire le déclic, l'habilité, c'est comme la bicyclette. Donc, à un moment donné, lorsqu'on a appris la bicyclette, on tombe un peu, puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on arrive à garder l'équilibre. Okay? Ben, la méditation, c'est la même chose. À un moment donné, on arrive à basculer dans l'espace de conscience plus facilement. Okay? Peu importe la méthode à partir de laquelle on part. Et on le sait, comme lorsqu'on est capable de rester en équilibre sur la bicyclette à un moment donné après quelques chutes. Bon, et comme la bicyclette, une fois qu'on l'a, on ne le perd jamais. On peut, comment dirais-je, on peut ne pas rester longtemps dans cela, mais on le retrouve sans trop de difficultés, même si il y a un manque de pratique ou bien pendant plusieurs mois ou même années, comme la bicyclette. Donc, c'est ça. Les 112 méthodes, c'est justement pour avoir le knack, l'habileté, le déclic. Et encore une fois, ça dépend des personnes. Donc, encore une fois, je reviens au symbole fondamental qui est ce triangle. Et encore une fois, pour revenir à la fameuse peinture chinoise classique, évidemment, imaginez c'est un oiseau. Et puis, vous avez deux oiseaux. Vous avez l'oiseau qui est le doer ici. Et vous avez ici l'oiseau qui est le watcher. OK? Donc, naturellement, si vous n'êtes plus que watcher, vous êtes un Bouddha, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que les Bouddhas n'agissent pas. Okay? Encore une fois, comme je dis, comme on est dans un club de culture traditionnelle chinoise, c'est ça le Wu Wei. Okay? C'est-à-dire, c'est le Wu Wei. Le non-agir, c'est pas ne pas agir. Okay? Mais agir sans qu'il y ait une identification. C'est-à-dire agir avec le centre de l'être actif. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis, au début, nécessairement, l'énergie va se disperser dans les trois directions. Okay? Il y a un peu de répression, il y a un peu de réaction. Et puis, il ne faut pas oublier non plus un quatrième. Au fond, c'est l'action. D'accord? L'action, c'est quoi? Ben, l'action, c'est le consensus adulte après réflexion, délibération, où on met à la conscience nos réactions, nos répressions, nos réflexions, et puis on arrive à une décision, d'accord? Donc, voilà. Et plus il y a de conscience, plus il y a de rester dans la conscience, plus il y a de watcher, plus l'action va arriver rapidement, sans qu'il y ait de délibération mentale, d'accord? Parce que souvent, le conseil psychologique qu'on donne souvent aux gens, si vous n'êtes pas sûr, ben donnez-vous 24 heures pour réfléchir. Okay? Parce qu'à partir du moment où on se donne 24 heures pour réfléchir, si on a besoin de 6 mois pour arriver à la décision, on va prendre les 6 mois. Parce que souvent, la plupart des actions impulsives se passent au moment du stimulus et à l'intérieur des 24 premières heures. Okay? Si la personne arrive à s'empêcher de ne pas agir bêtement à l'intérieur des 24 premières heures, et qu'elle a besoin de 2 semaines, 3 semaines, 6 mois pour prendre une véritable décision pertinente, elle va le faire, d'accord? Donc, plus la personne est capable de rester, de demeurer dans la conscience facilement, plus l'action va apparaître rapidement, mais ce n'est pas non plus une course automobile. Je veux dire, au niveau psychologique, si la personne n'arrive pas à le faire immédiatement, c'est-à-dire le Wu Wei, psychologiquement, on donne le conseil à la personne de ne rien faire, de s'inhiber, de prendre le temps de réfléchir, de prendre conseil des personnes auprès de qui elle est proche et qu'elle accorde une confiance. Donc Vijnana Bhairava Tantra, expansion de la conscience pour aller au-delà de la perception égocentrée, c'est donc ce voyage vers l'être. Ce voyage vers l'être est plus ou moins facile selon que la personne a plus ou moins de capacité naturelle de rester dans la conscience. Je mets seulement 6 mots, d'accord? En sanskrit, on dit shamatha vipassana, ou pour ceux qui emploient le mot pali, c'est vipassana, mais ça revient au même, ok? Donc, shamatha, c'est apaiser, ok? Donc, ça peut être un autre mot, mais bon... Apaiser, c'est-à-dire calmer, tranquilliser, d'accord? Et vipassana ou vipassana, c'est vision profonde. Ok, mais vision profonde, ça veut dire
être dans l'espace, rester dans la conscience. Okay? La fameuse peinture chinoise classique où tu as un oiseau sur la branche basse, qui est le doigt, quoique sur le dessin ici il est en haut, mais ça ne fait rien, imaginez qu'il est sur la branche basse, et l'oiseau qui est le watcher, c'est-à-dire le témoin, l'observateur, le méditateur, qui se trouve sur la branche haute. Donc cette peinture, c'est vraiment une peinture classique, bien connue, qui a plusieurs variantes, parce que tu as toutes sortes d'oiseaux, il n'y a pas un seul type d'oiseau, et qui représente effectivement la situation de la psyché humaine qui apprend la méditation. Et j'ai vu, comme on est dans le groupe de culture traditionnelle chinoise, encore une fois, j'ai voulu utiliser les deux traductions qui sont bien connues dans le monde chinois. La traduction de Xuanzang, qui est le fameux moine chinois de la dynastie Tang au 7e siècle, qui est allé en Inde pour chercher les sutras. Il a traduit Shamatha par Jing, qui veut dire tranquilliser. Je pense que Yuan Yuan, tu serais d'accord avec ça. Et Lu, qui est l'équivalent de vision profonde ou bien percevoir, d'accord? Ou bien la traduction de l'icône Tiantai du maître Zhi Yi. Je pense que lui, il est du 6e siècle, donc le siècle avant Xuanzang. Il a traduit ça par Zhi Guan, c'est-à-dire arrêter. Donc il a préféré arrêter plutôt qu'apaiser, mais ça revient au même, c'est-à-dire arrêter le monkey mind au fond. Guan, encore une fois, qui veut dire vaste vision ou vision profonde. Je pense que Guan, c'est une très jolie traduction de Vipassana, selon moi. Donc j'ai pas pris le risque d'écrire les caractères chinois, donc tu peux les ajouter sur la vidéo si tu veux. Merci. Ok. Donc à ce moment-là, je vais commencer par le bouquin. Bon, c'est écrit sur les trucs qui ont été téléchargés, mais il a expliqué ça en 5 mois. D'accord? Octobre, novembre, décembre 72 et janvier, février jusqu'au 1er mars. Donc 73. Donc en un peu moins qu'une demi-année, il a parlé assez pour remplir 1100 pages, parce qu'il faut dire qu'autre chose, c'est pas pour rien qu'il me plaît, c'est un mec qui a passé sa vie à parler, c'est tout ce qu'il a fait. Donc, il a atteint la bouddhéité. C'est la transcription de ces... Non, exact. Il n'a jamais écrit, hein, donc je dirais même que c'est presque, là je fais attention pour ne pas dire des bêtises, c'est presque un signe que c'est un vrai être illuminé. Okay? Ce n'est pas un romancier, ce n'est pas un philosophe, il n'écrit pas de bouquin, okay? Il se contente de partager son expérience et puis il attire autour de lui des personnes qui le comprennent et qui propagent sa compréhension. Donc tu ne t'intéresses pas à écrire un bouquin non plus, hein. Ma chère Yuan Yuan, comme tu me touches par ce commentaire. Mais c'est un commentaire, c'est un compliment précoce, pas encore. Donc, ceci dit, je vais commencer par le tout début, là, d'accord? Parce que, encore une fois, si vous vous en souvenez de ma dernière présentation, l'approche tantrique est une approche qui considère que le parcours de la conscience se fait par des orgasmes de plus en plus naturels, d'accord, qui perdurent dans le temps, qui devient éternel, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, le premier orgasme, je rappelle rapidement c'est quoi un orgasme, c'est un espace de plénitude, d'éternité et de totalité, d'accord. Alors le premier orgasme, c'est lorsque c'est la matière rencontre la matière, d'accord, c'est-à-dire lorsqu'on mange notre plat préféré ou lorsqu'on a une copulation sans relation, d'accord. Le second orgasme, c'est lorsque le dominant rencontre le dominé, okay? Comme par exemple le chef d'un parti politique et puis ses partisans en délire, ou plus ou moins en délire. Le troisième orgasme, c'est le yin et le yang, okay? C'est l'expérience romantique, c'est le niveau des amoureux. Donc il y a copulation, mais avec relation. Ensuite, le quatrième, c'est le haut, le bas qui rencontre le haut, okay? Donc l'animal qui rencontre le divin, la philosophie, les arts, la littérature, la spiritualité, etc. Donc plus les orgasmes sont de niveau élevé, plus ils persistent dans le temps, okay? Plus ils sont naturels, okay? Moins ils causent de dommages dans l'environnement aussi, d'accord? Parce que et plus ils contribuent aussi
au bien-être de notre entourage, de l'humanité en général. Le 5e orgasme, c'est lorsque l'extérieur rencontre l'intérieur, et dans les deux sens. Le 6e, c'est lorsque la gauche rencontre la droite, ou l'animal animus, ou le cerveau droit, cerveau gauche en termes modernes. Et finalement, à 6, la personne, c'est le yin et le yang à l'intérieur qui se rencontrent. Alors qu'au numéro 3, c'est le yin et le yang extérieur qui se rencontrent. D'accord? Donc à ce moment-là, au 6, la personne est intégrée. Okay? C'est-à-dire qu'elle est complète. Donc à partir de cette complétude, qui est dont le fameux microcosme, macrocosme, hein, le microcosme complété, intégré, rencontre la totalité. D'accord? Et c'est ça qui est le nirvana. Donc à ce moment-là, ça c'est l'orgasme évidemment éternel. Donc pourquoi je fais ce petit détour de 5 minutes? C'est parce que le sutra commence de manière que c'est une amoureuse qui pose cette question-là. Okay? Parce que dans la tradition indienne, c'est la femme de Shiva qui est le dieu indien. Shiva, ça veut dire le bon, d'accord? Donc, sa femme s'appelle Devi, okay? Mais beaucoup de déesses indiennes s'appellent Devi de toute manière, là, donc il faut l'imaginer comme déesse. Donc, c'est une conversation entre deux amoureux. Et Devi demande, ô Shiva, quelle est ta réalité? Quel est cet univers rempli de merveilles? Qu'est-ce qui constitue la source? Qu'est-ce qui est au centre de la roue universelle? Quelle est la forme, ou quelle est cette vie plutôt, qui se trouve au-delà de la forme et qui pénètre toutes les formes? Comment pouvons-nous y entrer au-delà de l'espace et du temps, au-delà des noms et des descriptions? Veux-tu bien éclairer mes doutes? Donc, d'accord? Donc, c'est vraiment... évidemment, c'est une question profonde et c'est un peu arrangé avec les gars des vues, d'accord, pour reprendre une expression bien connue. Mais c'est une conversation entre deux amoureux, d'accord. Donc, et ça aussi, pour les gens qui parcourent véritablement la voie à la méditation, bon, au début, je ne dis pas que c'est interdit. Les gens peuvent évidemment poser des questions qui challenge la personne qui expose la méthode de méditation et tout ça. Mais lorsque la personne entre véritablement dans la méditation, c'est véritablement une voie pour des amoureux, pour des gens qui s'y adonnent de manière volontaire. Okay? Il n'y a personne qui les force. S'il y a une chose dans ce bas monde, on ne peut pas forcer quelqu'un, j'ai bien l'obliger à être en méditation, n'est-ce pas? Bon, alors, je veux donc poursuivre avec simplement lire l'illumination d'Osho sur ce texte. Donc, il dit, d'abord, quelques points d'éclaircissement. Premièrement, le monde du Vijnana Bhairava Tantra n'est pas un monde intellectuel, ce n'est pas un monde philosophique. La doctrine est quelque chose de complètement insignifiante pour cela. Cela concerne avec des méthodes, avec des techniques et pas avec des principes. Le mot tantra, et ça c'est un autre sens du mot tantra, okay? Ça veut dire technique, je dis, ça veut dire expansion de la conscience, ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi technique. La méthode, la voie, okay? pour faire une expansion de la conscience. Donc, ce n'est pas philosophique. Notez-le bien, mais je me permets de faire une parenthèse. Et je me permets de contredire Osho. Donc, c'est pas que je le contredise, mais c'est un petit commentaire supplémentaire. Il faut comprendre que pour les philosophes de l'Antiquité, comme Socrate ou Platon ou Confucius, c'était des hommes qui vivaient leur doctrine. Okay? Ils disaient quelque chose et ils l'incarnaient existentiellement dans leur vie. Donc, si on prend le mot philosophe dans le sens de Socrate, Platon, ou Confucius, ou Lao Tzu, ou Chuang Tzu, je pense que le mot philosophe n'est pas à dédaigner dans le contexte du tantrisme. Mais ici, Osho étant un homme moderne, puisqu'il a vécu au XXe siècle, il prend le sens philosophe dans le sens universitaire. Okay? C'est-à-dire c'est un monsieur qui connaît des théories, des doctrines, qui va à l'université et qui va faire des commentaires et puis des analyses. Okay? Donc ce n'est pas la philosophie dans ce sens-là. Mais c'est certainement la philosophie dans le sens de l'Antiquité, que ce soit l'Antiquité orientale ou l'Antiquité occidentale. Donc, donc je continue, cela ne concerne pas seulement des problèmes intellectuels et des investigations intellectuelles, ça ne concerne pas nécessairement avec le pourquoi des choses, cela concerne avec le comment des choses. D'accord? Donc on parle des techniques, des méthodes, donc c'est le comment. Pas
avec ce qui est la vérité, mais comment cette vérité peut être accomplie, peut être dévoilée. D'accord? Tantra donc veut dire technique. Donc ce traité, Vijnana Bhairava Tantra, est un traité scientifique. Scientifique dans le sens que c'est une méthode expérimentale. D'accord? Il y a des choses à faire, il y a des choses à observer, et il y a des résultats qu'on constate ou qu'on ne constate pas. D'accord? Comme dans toute méthode scientifique. La science n'est pas concernée avec le pourquoi. La science est concernée avec le comment. Cela est la différence fondamentale entre la philosophie et la science. La philosophie demande pourquoi l'existence, la science demande comment est structurée l'existence. Au moment où vous vous posez la question pourquoi, ça implique méthode, technique, voie. Les théories deviennent insignifiantes ou non significatives ou non importantes et l'expérience devient le centre. Donc le tantrisme ou le tantra, je vais employer le mot sanskrit, c'est moins long, est une science, ce n'est pas une philosophie. Et je me permets d'ajouter un autre mot, c'est Adi, Atma, Vidya. Ok, on peut l'écrire collé ou séparé, mais j'ai voulu séparer pour vous montrer les trois éléments. Adi, Atma, Vidya, c'est la science pour intégrer la conscience ou l'âme, d'accord? Donc, c'est véritablement une science. Donc, pour moi, c'est une psychologie véritablement totale et avancée. Donc, pardon. Voilà, donc c'est une science, c'est pas une philosophie. Pour comprendre la philosophie, c'est relativement facile parce que seulement votre intellect est nécessaire. Okay? Et si vous comprenez le langage articulé évidemment, vous êtes capable de comprendre les concepts, vous êtes capable de comprendre la philosophie. Okay? Dans le sens moderne, du monsieur qui va à l'université, qui enseigne les concepts, etc. Bon, vous n'avez pas besoin de changer. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'être transformé. Comme vous êtes, vous pouvez comprendre la philosophie, mais pas le tantra. Vous avez besoin de changer, plutôt une mutation. À moins que vous soyez différent, le tantra ne peut pas être compris. Parce que le tantra n'est pas une proposition intellectuelle, c'est une expérience. Donc, à moins que vous soyez réceptif, prêt, vulnérable à l'expérience, ouvert à l'expérience, ça ne va pas se produire. La philosophie concerne le mental. Donc, on a parlé de langage, de concept, d'accord? Dans ce moment-là, on comprend le mental dans le sens du numéro 3, d'accord? Avec la tête, c'est suffisant. Votre totalité n'est pas requise. Le tantra a besoin de vous en totalité. C'est un défi qui est plus profond. Vous avez besoin d'être dans cela complètement. Ce n'est pas fragmentaire. Une différente approche, une attitude différente, une approche intellectuelle, ou plutôt un espace mental différent pour le recevoir est nécessaire. À cause de cela, Devi pose des questions qui sont apparemment philosophiques, d'accord? Parce qu'effectivement, les questions que j'ai posées au début, ça peut se trouver dans un bouquin d'ontologie ou d'épistémologie, c'est sûr. Mais le tantra commence avec les questions de Devi, et toutes ces questions-là peuvent être traitées philosophiquement, d'accord? C'est pas interdit. Mais vraiment, toute question peut être traitée de deux manières, philosophiquement ou dans la totalité, intellectuellement ou existentiellement. Par exemple, si quelqu'un demande qu'est-ce que l'amour, vous pouvez naturellement l'attaquer intellectuellement, enfin la question, pas la personne, vous pouvez discuter, vous pouvez proposer des théories, vous pouvez argumenter avec différentes hypothèses. Vous pouvez créer un système et doctrine, et vous pouvez très bien ne pas avoir connu l'amour du tout. Pour créer une doctrine, l'expérience n'est pas réellement nécessaire. Vraiment, au contraire, le moins vous savez, c'est le mieux, parce que vous pouvez proposer un système sans hésiter. Seulement un homme aveugle peut facilement définir qu'est-ce que la lumière est. Quand vous ne savez pas
vous êtes plus téméraire. L'ignorance est toujours téméraire, tandis que la connaissance va hésiter. Quand le plus que vous savez, le plus vous allez sentir que les choses ne sont pas si tranchées. Donc le plus que vous savez, vous vous rendez compte que vous ne savez pas beaucoup, et ceux qui sont réellement sages, ils deviennent ignorants. Donc ils deviennent aussi simples que des enfants, aussi simples que des idiots. Mais encore une fois, c'est pas qu'ils sont en dessous du mental, c'est qu'ils sont au-delà du mental. Je pense que j'ai parlé du boudou qui est l'idiot, du bouddhi qui est l'intellectuel, et du Bouddha qui est l'éveillé. Donc, le moins vous savez, le mieux c'est. Donc, au fond, c'est qu'on devient moins passionné par les concepts et les mots. D'accord? Parce que Dieu sait si les gens peuvent quelquefois s'accrocher à des mots, des concepts. Il suffit de voir dans un débat intellectuel à l'université où les gens vont se crisper parce qu'on touche à le concept et qu'on dit que bon, ça peut être défini autrement, et on voit le mec qui est complètement électrifié. Donc, pour être philosophique, pour être dogmatique, pour être doctrinaire, c'est facile. Mais de prendre le problème intellectuellement est très facile, mais de le prendre existentiellement, pas seulement de penser à ce propos, mais de l'incarner existentiellement, de vous laisser vous transformer par cela, c'est difficile. Donc, pour savoir c'est quoi l'amour, on doit être en amour, c'est dangereux parce que vous n'avez pas de rester le même. L'expérience va vous changer. Le moment où vous entrez dans l'amour, vous êtes une personne différente. Et lorsque vous en êtes sorti, vous n'allez pas reconnaître votre vieille face ou votre vieille personnalité. Voilà. Donc, et non philosophique dans le sens universitaire et existentiel. Et bien sûr, Devi pose des questions qui peuvent paraître philosophiques. Mais Shiva ne va pas répondre conceptuellement à ces questions-là. Okay? Donc, c'est plutôt mieux de le comprendre au début, parce que Shiva ne va pas répondre à aucune question. Toutes les questions que Devi pose, il ne va pas répondre, mais en même temps, il va y répondre. D'accord? Et vraiment, il donne des réponses, mais sur un plan différent. D'accord? Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire sur le plan existentiel. Par la suite, si on a une compréhension existentielle, il est toujours plus facile de créer des concepts, si on veut. D'accord? Parce qu'après tout, si on prend l'exemple historique de Siddhartha Gautama Shakyamuni, une fois qu'il a atteint l'illumination, il a quand même créé un système intellectuel et conceptuel pour essayer d'expliquer son expérience, d'accord? Bon, les fameuses 4 nobles vérités, etc., etc. Donc, mais c'est une création intellectuelle, conceptuelle, à partir d'une expérience éveillée et non pas l'inverse. Donc, voilà. Ceci étant dit, moi je voulais simplement lire ça au début, okay, parce que ça donne un peu l'essence du bouquin. Et comme vous allez voir, si vous êtes intéressé par ce bouquin-là, lisez-le lentement, parce que même les 4 premières méthodes qui relèvent du fameux Anapanasati, c'est-à-dire se souvenir de l'inspiration et l'expiration, qui est comme le support de la respiration. Parce qu'encore une fois, je reviens à Yongey Mingyur Rinpoche, you have to give a job to the monkey mind. Okay? Donc, c'est les 112 jobs qui sont donnés. Donc, et dépendant de notre personnalité, de notre facilité d'avoir le knack, c'est-à-dire le déclic, l'habilité à entrer dans l'espace méditatif, il y a des jobs qui vont être plus ou moins faciles selon qui on est. Bon. J'aimerais aller... D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse d'ordre artistique. Chez les bouddhistes, souvent, ils vont fabriquer des malas, d'accord? C'est-à-dire malas, c'est un mot sanskrit qui veut dire guirlande, d'accord? Donc, cette guirlande-là, c'est un collier qui est formé de pois, d'accord? Et ces pois-là, en général, il y en a 108, d'accord? Mais les malas qui sont bien faits, il y en a 114. Donc, on a 108 dans le collier ou dans le collier, ouais, dans la guirlande.
Et il y a 6 qui pendent au bout. D'accord? Donc 108 plus 6, c'est 114. OK? Et 114, si on enlève les 2 qui sont des chakras sont hors du corps, nous avons 112. OK? Donc les malas qui sont bien faits, ils représentent les 112 méthodes de méditation. Donc, mais la plupart, les 6 extérieurement. 6 extérieurement. Pourquoi on les met à l'extérieur? Parce que les deux derniers sont des chakras sont en dehors du corps et les 4 autres ne sont pas vraiment des méthodes et ça me permet de faire la transition parce que j'aimerais parler des 4 derniers, vous allez voir. Okay. Parce que les 4 premiers, c'est le fameux Anapanasati Sutra, pas Sutra mais Anapanasati, parce qu'il y a aussi un sutra qui s'appelle Anapanasati, où effectivement c'est sur la respiration, d'accord? Donc ça c'est compréhensible par tout le monde, d'accord? Les 4 derniers, 109, 110, 111, 112, j'aimerais en parler maintenant, parce que, encore une fois, de les appeler d'ailleurs, je pense qu'il faut que je change de bouquin sur mon iPad. Alors, je vais lire le dernier, le 112. Veillez entrer dans l'espace éternel. Voilà, c'est ça le conseil du 112. Donc, ce n'est pas d'une très grande utilité, à moins que tu sois extrêmement dans l'espace conscient par toi-même. Okay? Donc, veillez entrer dans l'espace éternel. Veuillez. Veillez. Donc, il est très poli. Veuillez. Veillez, pardon. Veuillez. Je vous prie d'entrer dans l'espace éternel. Donc, oui, c'est ça. D'accord. La porte est là. Ouais, sans problème. donc, veuillez entrer dans l'espace éternel, ou je vous prie d'entrer. Ça, c'est le 112. D'accord? Okay. Le 111, c'est « Ô bien-aimé ». Donc, on est toujours dans le monde du tantrisme, de personnes amoureuses. Donc, « Ô bien-aimé ». Médite sur la connaissance et la non-connaissance, l'existence et la non-existence. Après, laisse tomber tout cela afin que tu sois. Donc ça, c'est le 111. Donc, encore une fois, je pense que c'est pratiquement égal à « Veuillez entrer dans l'éternité ». Il y a cette opposition encore là. Oui, déjà, il y a une dialectique, tandis que l'autre, il n'y a aucune dialectique. C'est « Veuillez entrer dans l'éternité ». Donc, effectivement, 111, il y a déjà quelque chose d'autre. 110, ô gracieux, joue. L'univers est une coquille vide à l'intérieur duquel ton mental s'amuse indéfiniment. Donc, il y a quand même quelque chose à faire ou à observer mais bon, c'est moins drastique que le 112, mais quand même. Le 109, bon, ici, il y a quand même un processus imaginatif à faire. Supposez que votre forme passive, c'est-à-dire votre forme corporelle, soit une chambre vide avec des parois de peau vides. D'accord? Donc, ici, il y a un petit jeu mental imaginatif. Donc, 112, 111, 110, 109. Okay? Ça donne une idée que, rendu à la fin, la composante du fer devient de plus en plus ténue pour être complètement zéro au 112. Fait que c'est le 109, c'est imaginer son corps comme étant un contenant de peau vide. Comme étant une forme dont l'intérieur est vide avec des parois cutanées. D'accord? Donc, il y a quand même un élément mental, contrairement aux 3 autres, où il n'y en a pas beaucoup. J'ai envie quand même de lire les 4 autres juste avant, okay, où on voit qu'il y a quand même une gradation du fer. Et évidemment, j'évite pour l'instant de lire toute l'illumination d'eau chaude, parce que c'est très intéressant. Mais sinon, on va passer les 5 prochains mois, puisqu'il a pris 5 mois. Donc... Et surtout, il parle lentement. Oui. Ouais. Alors, à l'époque, il était jeune. Donc, ce que vous avez vu, c'était vers la fin de son existence, 85-90. En 72, il était beaucoup plus jeune et il parlait avec beaucoup plus de force et d'intensité. OK. Donc,
Ouais, intéressant. Donc, Enfin, il y a un autre maître qui parle comme Wushu en Chine, Ouais. c'est Jing Kong, uh-huh. le maître Jing Kong, Jing Kong. Et quand tu regardes son vidéo, on sent que notre vie est trop précise parce qu'il Ouais. parle de... Ouais. Non, il est dans un autre mode, effectivement. On change notre relation au temps quand on est souvent dans un contexte justement. Mais il a Plastique. une force dans cette vidéo. En fait, il a la force de nous ralentir aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Les 4 autres, c'est-à-dire 108, 107, 106, 105, on sent qu'il y a quand même de l'ordre de la conscience. Okay? C'est-à-dire que où l'action n'est plus tellement au niveau de la gestuelle, mais où il y a quand même une action mentale interne. Okay? Donc, je lis le 108. Cette conscience est l'esprit qui guide chacun. Soyez cette conscience. D'accord? C'est lequel, pardon? Ça, c'est le 108. Cette conscience. Hein? Et l'esprit qui guide chacun, soyez cette conscience. Donc, au fond, ça ressemble un peu au triangle que je suggère, mais avec une asymétrie. Okay? Dans le triangle, je suggérais la forme mentale qui se déploie. Je dis que cette énergie se disperse dans 3 directions, c'est-à-dire soit rester dans la conscience, la réaction ou la répression, et il y a une espèce d'équilibre interne qui va aboutir à une action. D'accord? Cette action arrive de plus en plus vite, selon qu'on peut basculer de plus en plus facilement dans l'espace qu'on appelle rester dans la conscience. Je mets rester parce que dans ma manie conceptuelle, j'aime bien que ce soit 3 R, d'accord? Mais souvent, si vous écoutez les maîtres de méditation, ils vont souvent dire demeurer dans la conscience. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc, si vous avez déjà fréquenté des maîtres zen, ils vont souvent dire demeurer. Ouais. Okay? Sous-entendu, demeurer dans la conscience. Ne bougez pas. Et d'ailleurs, le principe, les vieilles écoles de méditation zen qui sont extrêmement sévères, qui dit qu'une fois qu'on est dans une posture, qu'il ne faut même pas se gâter le nez, ou bien si on est ou notre genou gauche nous torture infiniment, ben, il ne faut pas toucher, il faut rester comme ça. Ben, c'est un peu l'idée que rester dans la conscience, souffrez, rester dans la conscience. C'est sûr que je ne sais pas jusqu'à quel point les écoles modernes sont plus relaxes, okay? Dire, bon, mais ça traduit aussi la mentalité moderne qui est plus soft, mais je comprends la sévérité aussi des vieilles écoles, parce qu'effectivement, c'est appliquer de manière très rigoureuse la notion de demeurer dans la conscience, peu importe ce qui se passe. Là, donc, non, mais c'est parce que je pense qu'il y a tout le temps un niveau de profondeur aussi. Oui. Et dans le fond, le même demeurer dans la conscience, tu devrais éventuellement être capable de l'appliquer à tout. Et donc même dans une situation inconfortable. Ou ton genou gauche se fait affreusement mal, mais fait-il vraiment affreusement mal? C'est ça, mais après ça, tu peux relativiser effectivement. Mais Voilà. si tu vas atteindre un niveau élevé de méditation, puis à un certain point, tu n'es pas capable d'appliquer malgré les sensations qui sont là, qui sont que des sensations, dans le fond. Tout à fait. D'une forme passive. C'est une contradiction comme telle de dire « Ah non, mais non, je veux pas souffrir parce que... » Non, tout à fait. Donc, C'est logique à un certain point, c'est juste que tu le pousses plus loin que de rester plus en superficie. Donc, généralement, dans le discours plus courant, moderne, c'est plus en superficie également. Oui, exactement. On peut dire que c'est une pratique qui est moins intense, si on veut. Voilà. Puis, qui va prendre peut-être plus de temps. En fait, c'est que ça semble être excessivement dur, mais en fait, tu vas probablement progresser plus vite en l'appliquant qu'en l'évitant tout le temps, puis en essayant de rester dans le superficiel, mais tranquillement, peut-être que tu vas y arriver aussi. Enfin. Olivier, la réincarnation de maître Chan du 8e siècle, qui donnait des coups de bâton sur la tête de ses élèves pour les faire réveiller plus vite. Moi, je coupais le bras, moi, je sais pas. Enfin, l'authenticité. Cette conscience existe dans chacun et rien d'autre n'existe. Okay? Donc, effectivement, c'est encore une fois de ramener à demeurer dans la conscience. Donc, déjà, on voit que les 4 derniers, par rapport au groupe pas les 4 derniers, mais les 4 avant les 4 derniers,
l'antépénultième groupe, le 4. Et déjà, vous voyez que entre eux, déjà, il y a une marche d'escalier entre veuillez entrer dans l'éternité et cette conscience et l'esprit qui guide de chacun. Donc déjà, il y a déjà quelque chose à faire. Et, mais cette conscience et l'esprit qui guide de chacun, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. C'est plus une... il faut demeurer dans la conscience. Ouais. C'est juste qu'ils ne disent pas feuille d'almanach, on dit juste 7h30. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, j'ai pas lu tout. Ouais, c'est pas tout lu, c'est soyez cela. Ah, ok. Donc, au fond, c'est quelque chose qui permet un petit faire par rapport, si on prend le dernier, qui est veuillez entrer dans l'éternité, versus cette conscience et l'esprit qui guide chacun, soyez cela. Donc, c'est comme si. Mais n'est-il pas la dernière voile Pardon? qu'on a mentionné déjà? Pardon? On a dit la dernière voile. Le dernier voile, c'est je suis la conscience. C'est-à-dire, oui, mais ça c'est 6. 6, oui. Mais le 7, c'est qu'il y a une harmonie entre les 3 couches. Encore une fois, le fameux dicton qui dit au début de la pratique, les montagnes sont des montagnes. Au milieu de la pratique, les montagnes ne sont plus des montagnes. C'est-à-dire que où l'élément conscience est comme prédominant, mais il y a un déséquilibre. Et à la fin de la pratique, les montagnes redeviennent des montagnes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je l'explique bien, mais c'est encore une fois Bouddhou, Bouddhi et Bouddha, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas que le mental n'a pas été développé, mais on n'y est plus identifié, si tu veux. Mais on est capable encore de l'utiliser. C'est-à-dire que la machine mentale comme développement intellectuel, conceptuel et discursif, je pense que l'exemple d'Osho est parfait, d'accord? Ce mec-là, comme je dis, il n'a rien fait dans sa vie sauf parler, mais à part de parler, il a gagné sa vie quand même comme prof de philosophie, d'accord? Donc, c'est un mec qui a développé des capacités discursives et conceptuelles considérables. Donc, tu veux dire qu'il a vraiment travaillé comme prof de philosophie avant de devenir Osho? C'est-à-dire que son éveil s'est passé à 21 ans alors qu'il était étudiant à l'université. Donc, une fois qu'il s'est éveillé, naturellement, c'était un brillant élève avant, bien sûr, mais ce qu'il a fait, c'est que, évidemment, une fois que son nirvana s'est réalisé en lui, sa mission de vie devenait évidente, et il était comme parfaitement bien installé, puisqu'il était en train d'assimiler les concepts, le discours, les méthodes, autrement dit, d'accord? Et c'est probablement un des maîtres les plus articulés qui soit, parce qu'il y a des gens qui sont illettrés ou qui ne sont pas très habiles dans le discours, qui devient éveillé, mais c'est très difficile pour eux de transmettre ça. Surtout lui en anglais en plus. Oui, c'est mon cher Olivier, c'est le destin, Donc, le destin l'a permis. Donc, l'Angleterre a colonisé la moitié de la planète seulement dans l'attente de l'arrivée de Osho pour qu'il puisse parler en anglais. Non, mais merci aux Anglais alors. Donc, effectivement, le fait qu'il parle en anglais, contrairement à beaucoup de maîtres indiens qui parlent en pali, mais en hindi ou en autres variantes de l'hindustani, ouvre son éveil à une audience internationale. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est prédestiné. Dans le sens que à partir du moment où il est devenu éveillé, il a continué sa vie d'étudiant, il a eu une maîtrise en philosophie, je crois. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour les détails de sa vie, vous pouvez regarder sur Internet, il y a un bouquin qui s'appelle Osho Source Book, et où on raconte toute sa jeunesse, son adolescence, etc. Et il a continué à être prof d'université jusqu'à l'âge d'environ 35-40 ans, où il faisait des voyages partout en Inde. Et au début des années 70, donc comme il est né en 31, c'est-à-dire au début de la quarantaine, il a reconnu qu'il est un Bouddha. Donc à partir de ce moment-là, il a eu des ashrams et puis les gens sont venus vers lui. Mais
il y a eu une dizaine d'années où il est... Bon, évidemment, en Inde, on est dans un autre espace, hein, c'est-à-dire que le phénomène du maître de méditation est bien reconnu. Les Indiens ont bien évidemment, avant qu'ils ne le déclarent, beaucoup d'Indiens soupçonnaient qu'ils n'avaient pas affaire à n'importe qui. Mais il a été plus accessible à l'audience internationale à partir des années 70. Donc au fond, les 20 dernières années de sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de bouquins, enfin beaucoup de ces discours qui ont été faits en hindi et qui ont été retranscrits aussi évidemment, auxquels on n'a pas accès, mais qui témoignent plus de cette première partie de sa vie ou de son enseignement.